Pâques 2004. Un petit garçon de 11 ans en classe de mer sur la côte atlantique disparaît. L'affaire Jonathan commence. On ratisse toute cette zone relativement marécageuse. En France, près de 45 000 personnes disparaissent chaque année, dont 35 000 mineurs. La plupart rentrent d'eux-mêmes ou sont retrouvés en quelques heures, des fugues. À quelques exceptions près, il s'agit d'adolescents. En revanche, Jonathan a 11 ans. La disparition d'un enfant de cet âge est un événement rare et inquiétant. À Saint-Brévin, c'est sous le regard de dizaines de journalistes que les gendarmes commencent leur enquête. Le résultat est immédiat, les témoignages arrivent par centaines. Numéro vert, bonjour. Les gendarmes doivent faire le tri. Tout le monde veut donner un coup de main, comme cet homme qui s'est présenté spontanément. Je voudrais participer aux recherches quand même. C'est vrai ? Comme dans chaque affaire de disparition, des personnages intéressés commencent à s'agiter dans l'ombre. Pour les voyants et les radiesthésistes, c'est une possibilité de gagner de l'argent ou de faire croire qu'ils ont participé à une enquête. Les gendarmes se méfient des sciences occultes, mais ils subissent la pression des charlatans. C'est pas une habitude de travailler avec du radiesthésiste ni du médium. Maintenant, lorsque le témoignage apparaît sérieux, lorsque les éléments apparaissent très précis, on se doit, c'est bien évident, d'aller vérifier cette piste. Mais les indications livrées par les voyants n'aboutissent à rien. C'est par hasard qu'un mois plus tard, le corps de Jonathan est découvert dans une mare. Aucun, parmi les milliers de pratiquants des sciences occultes, n'avait indiqué l'endroit. Mais comme à chaque fois, ils ont tenté de profiter du désespoir d'une famille. Pour montrer comment opèrent ces profiteurs, nous démarrons notre enquête à Antibes au printemps 2004. Annie et Jacques Audois. Depuis 13 ans, ils cherchent à savoir ce qu'est devenue leur fille Marie-Hélène, dont on perd la trace un jour de 1991 entre Monaco et son domicile. Tout est parti d'ici, elle habitait ici. Donc elle est partie le 21 mai 91. Ça fait 13 ans qu'elle est partie et qu'on n'a plus de nouvelles. Marie-Hélène était à l'époque commerciale pour un laboratoire de produits pharmaceutiques. Ce 21 mai 1991, elle quitte son domicile d'Antibes le matin pour se rendre à Monaco où elle a rendez-vous chez un pharmacien. On ne retrouvera jamais ni Marie-Hélène ni sa voiture. Comme chaque famille de disparus, les Audois ont imaginé que toutes les polices de France allaient être sur les dents 24 heures sur 24. La police ne nous disait pas forcément ce qu'ils faisaient et nous, on trouvait ça un peu normal en pensant qu'ils travaillaient sans nous le dire, forcément, pour le secret de l'instruction. En fait, dans les premiers jours, la police ne lance pas d'enquête. À cette époque, on ne recherche pas les majeurs, on considère qu'ils sont libres de disparaître. La loi ne permet d'entreprendre les recherches que si la disparue semble avoir été victime d'un acte criminel. Pour Marie-Hélène, il faudra près d'un mois pour que l'enquête commence. Alors pendant cette période, ce sont les Audois qui mènent les recherches. J'avais acheté un sonar et on avait essayé de sonder le canal de la Durance et avec des amis bénévoles et on avait sorti 3 ou 4 voitures, je ne me souviens plus. Mais malheureusement, il n'y avait pas la voiture de Marie-Hélène. Avec leurs amis, les Audois collent des affiches, des milliers d'affiches. Ils se mettent à la recherche de la voiture de leur fille. Ils louent un hélicoptère. Ils explorent chaque route, chaque chemin de l'arrière-pays que Marie-Hélène aurait pu emprunter. Avec du matériel d'escalade, ils fouillent tous les ravins dans lesquels sa voiture aurait pu s'écraser. Des mois sans retrouver la moindre trace, le plus petit indice. Depuis 13 ans, leur vie n'a plus que cet unique objectif, savoir ce qui s'est passé. Ils sont condamnés à chercher parce que l'enquête de police ne leur a rien appris. Sans doute a-t-elle démarré trop tard. Pour comprendre comment cela a pu se produire, nous rencontrons à Paris Michel Auffray. Depuis 20 ans, il est considéré au sein de la police comme le spécialiste français des disparitions de majeurs. C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu le sentiment qu'il n'y avait pas une bonne prise en charge. Alors, le fonctionnaire de police de base qui recevait une personne au guichet, c'était « il faut attendre ».
Il est majeur, il fait ce qu'il veut, il faut attendre 48 heures, une semaine, 15 jours, un mois, enfin bon, bref, on pouvait entendre un peu n'importe quoi à ce sujet-là. Ou, encore pire, il est majeur, il fait ce qu'il veut, on n'a pas à le rechercher. Aujourd'hui, les choses devraient avoir changé. La loi a évolué. Depuis 1995, elle permet de rechercher les personnes majeures aussitôt après leur disparition. Nous tentons donc une expérience. Quelque part en France, l'un d'entre nous se présente dans un commissariat pour déclarer la disparition de sa sœur. Notre objectif, voir si une enquête est effectivement aussitôt déclenchée. Je suis très inquiet parce que ma sœur a disparu et ça fait une semaine que... Enfin moi j'habite Paris, donc j'ai essayé de la joindre au téléphone plusieurs fois. Donc j'ai été voir, l'appartement il n'y a rien de spécial et j'ai aucune nouvelle. Donc je sais pas trop quoi faire quoi, donc je suis venu vous voir. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de précis, il n'y a pas de choses comme ça. Non, il n'y a rien. Elle exerce une profession? Oui, elle donne des petits cours d'anglais privés. La première impression est bonne. Le policier nous reçoit dans un bureau et nous écoute attentivement. Ses questions sont pertinentes. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça fait 8 jours qu'elle est partie? Ça fait 8 jours... Non, ça fait 8 jours que j'essaie de la joindre. Ça fait peut-être plus, j'en sais rien. Avant son départ, elle n'a pas prévenu vos parents en disant, je sais pas, j'ai pas le moral, ça va pas. Non, j'ai eu ça. Non. Donc il n'y a pas de circonstances particulières liées à la disparition. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Le policier est perplexe. Il va sortir pour demander conseil à ses collègues. À son retour, il a semble-t-il trouvé le cadre juridique dans lequel il pourra classer notre affaire. Oui, ça semble plus une recherche dans l'intérêt des familles que des disparitions inquiétantes. Une recherche dans l'intérêt des familles, une RIF. Il s'agit d'une procédure mise au point après la guerre 14-18 pour retrouver des soldats disparus et régler les problèmes d'héritage. Elle n'entraîne aucune enquête policière et n'est pas adaptée aux disparitions inquiétantes. La nouvelle loi dit pourtant qu'une disparition déclarée doit immédiatement faire l'objet d'une enquête. Mais elle précise que c'est uniquement si les services de police estiment qu'elle présente un caractère inquiétant, et c'est là le problème. La décision d'ouvrir une enquête dépend seulement du fonctionnaire qui enregistre la disparition. Je peux vous dire qu'on est inquiet. Oui, on est toujours inquiet, oui, mais quand je dis le mot inquiet, c'est qu'il y a des éléments qui font penser que c'est inquiétant. Et la loi ne définit pas précisément ce qui établit le caractère inquiétant d'une disparition. Le problème se résume à ça. On ne peut pas savoir dès le départ si la disparition est inquiétante parce que le seul élément de jugement qu'on a, le seul élément d'évaluation qu'on a au départ, c'est ce que vient dire la personne qui signale la disparition. Or, si la personne vient signaler la disparition, c'est que de son point de vue, c'est une disparition inquiétante. Dans notre affaire, il n'y aura pas d'enquête. Au regard de la loi, le policier ne commet pas de faute. On peut faire plus, on ne peut pas faire plus. Je vais essayer d'avoir plus d'éléments. Oui, essayer d'avoir plus d'éléments, puis vous revenez. Mais cette notion de disparition inquiétante est totalement subjective. L'absence soudaine et inexpliquée d'une personne n'est visiblement pas un élément suffisamment inquiétant. Les familles doivent se montrer terriblement convaincantes. Il faut probablement noircir le tableau si l'on veut être pris au sérieux. Depuis 13 ans, les choses n'ont donc pas tellement changé. En 1991, les Audois s'étaient retrouvés dans cette situation et depuis, ils essaient par tous les moyens de savoir, de trouver des indices ou des témoignages. Elle était belle et elle avait plein de projets. Ce soir, ils sont devant leur télévision pour regarder la diffusion d'une émission à laquelle ils viennent de participer pour parler de leur fille. À chaque fois, c'est la même souffrance. Ma vie s'est arrêtée. On continue à survivre. On survit parce qu'il faut survivre. Mais je suis très ému. C'est toujours aussi difficile de parler, de voir ce qu'on a fait, où nous en sommes. C'est assez difficile. Malgré la douleur, les Audois sont passés des dizaines de fois à la télévision. Les journaux leur ont consacré des centaines d'articles. Après une émission comme celle-ci, je pense qu'on peut avoir des coups de téléphone et des gens qui peuvent nous apporter quelque chose de positif, quelque chose qui a été oublié et qui peut nous emmener à continuer la recherche et le combat. Ce témoignage déterminant, ils l'attendent encore. Pourtant, ils ont reçu des dizaines de sollicitations. C'est des courriers que m'ont adressés des personnes, la majorité des gens qui veulent m'aider. Dans le lot, il y a des radiesthésistes, des gens qui me demandent des photos. Des foulards,
Là, par exemple, c'est une cassette où une dame nous dit qu'elle est rentrée en contact avec l'au-delà, avec Marie-Hélène, qu'elle était morte, qu'elle était dans un ravin et qu'elle nous parlait. Bonjour Monsieur Audois. Ce matin, j'ai donc recherché Marie-Hélène dans l'au-delà, avec dans l'esprit qu'elle n'était plus sur Terre. J'ai demandé « Où es-tu ?» Une voix d'homme répond « Ça m'agresse un peu, ça, vous voyez, parce que... Où es-tu, s'il te plaît ?»« Au Mexique. » Très lointain, mais très clair, au Mexique. Quand on est en train de vous essayer de vous faire comprendre qu'on va rentrer en contact avec votre fille, il est certain que c'est une certaine angoisse, c'est un certain trouble qui rentre en vous. Même si vous n'y croyez pas, ça vous perturbe. Des illuminés, pas seulement. Il y a aussi les vautours qui veulent tirer profit de l'affaire. Mais au départ, il n'est pas question d'argent. Au départ, c'était toujours gratuit. Pour eux, ils faisaient des recherches gratuites. Et au bout d'un certain temps, ils nous demandaient de contacter de nous-mêmes un voyant, recommandé par eux, et là où il fallait effectivement financer. Jacques et Annie Audois, pourtant, sont condamnés à ne jamais abandonner. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Ce soir, comme après chaque passage à la télévision, des coups de fil, car une des conséquences de la médiatisation, c'est cela, les appels de ceux qui pensent avoir une solution miracle. Vous êtes radiesthésiste? Non, je suis boulanger tout simple, madame. Oui. Et j'aurais aimé en savoir plus, parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de nez. Qu'est-ce que vous ressentez là actuellement? Actuellement, j'avais envie de vous téléphoner et puis de dire mon soutien et quelque part, j'aurais bien savoir beaucoup d'éléments. L'homme veut rencontrer les parents de Marie-Hélène. Il aurait des choses à leur dire. Nous proposons à Jacques Audois de l'accompagner. Il est prudent car tout le monde sait que les Audois ont offert 75 000 €, 500 000 francs, pour récompenser celui qui leur apprendra la vérité sur Marie-Hélène. Le risque, c'est que n'importe qui tente sa chance. Mais on va vite le savoir, de toute façon c'est pas gênant, parce que si c'était une escroquerie, c'est pas si facile. Il est certain que je vais pas donner un chèque ou une enveloppe de 500 000 francs si on me laisse pas avoir la possibilité soit de voir Marie-Hélène, soit de voir son corps, donc ses restes. Non, je l'ai pas vu, là j'ai fait signe à la maison. Non, moi je suis resté discret, je regardais si vous n'étiez pas à La l'intérieur. rencontre a lieu au domicile du voyant. Alors, allez, voilà la photo de Marie-Hélène. Et comment vous ressentez alors quand vous... Tout ce qui est ressentir, c'est un flash. C'est un flash et je ne peux pas... Un flash avec une image ou un flash... Oui, c'est un flash avec une image. C'est un flash avec une image. Vous ne pensez pas qu'il y avait un parti étranger? On a fait également cette thèse. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dit, moi, ça. À l'évidence, ce voyant n'a pas vu grand-chose. Il émet quelques hypothèses banales auxquelles tout le monde a déjà pensé. Vous m'intéresserait des éléments que vous pouvez m'apporter sur votre fille. C'est-à-dire? En fait, il cherche des informations. Comment elle était, son caractère, pour pouvoir y travailler chaque nuit, pour pouvoir travailler. Et vous disiez au téléphone que vous étiez prêt à faire ça bénévolement, c'est ça? Ah oui, non, moi oui. Alors, tout ce que je fais de toute manière, si c'est payé, ça ne marche pas. Effectivement, l'homme peut jouer les grands seigneurs, il sait qu'une grosse récompense est offerte. Si je peux essayer, j'essaye, moi je vous dis, puis s'il n'arrive pas, il va pas m'en vouloir. Merci. On espère toujours que ça marche. Tenez-moi au courant, je vais savoir découvrir, puis si je peux faire quelque chose, je fais. L'homme a essayé, mais il n'a pas eu d'illumination. Pour Jacques Audois, c'est encore un coup pour rien. Aucun voyant n'a jamais fourni de piste intéressante. Bon, maintenant, je n'attends pas de nouveaux éléments, je n'attends rien. Pour moi, c'est affaire cassée. Demain, on attend encore autre chose pour pouvoir travailler. Ça fait 13 ans que ça dure. Nous décidons d'aller voir de plus près ce que sont ces marchands de paranormal. Pour cela, nous allons inventer une fausse disparue. L'une des journalistes de notre rédaction nous confie 2 photos. Durant notre tournage, elle ne va disparaître à aucun moment. Nous la croiserons tous les jours à Paris. Nous lui donnons une fausse identité, Marie Joulin, et une fausse adresse. Nous inventons un scénario inspiré de cas réels que nous allons soumettre à plusieurs voyants et radiesthésistes qui tous nous ont affirmé avoir déjà retrouvé des disparus. Oui, bonjour, Hervé Joulin. Nous filmons ces rencontres en caméra cachée.
Nous visitons ainsi une voyante adepte des tarots. Bonjour monsieur. Bonjour, Hervé Joulin, c'est moi qui vous ai appelé. 4 paquets, 4 tas. Vous coupez 3 fois, ce qui va nous donner 4 paquets. Nous allons consulter un marabout qui lit dans les coquillages et prononce des formules magiques. Donnez-moi vos 2 mains. Les deux. Nous essayons ensuite un mage celtique cartomancien. Vous ne les retournez pas, vous en posez une là, une ici, une là et une dessus. En pensant bien à elle. Et pour finir, une spécialiste pure de la radiesthésie, plus vraie qu'au cinéma. Parce que quand le pendule tourne à l'envers, c'est non. Quand il tourne à l'endroit, c'est oui. D'emblée, nous posons la question primordiale. Notre disparue est-elle vivante? Je la sens vivante, mais comme si elle était en pleine dépression et comme si elle n'avait plus de mémoire. Marie, es-tu vivante à cette heure? Bon, pour moi, de toute façon, cette personne est vivante. Moi, je vois un genre de linceul blanc qui la couvre. Et ça, c'est une image négative, quoi. C'est comme si, en accord avec elle-même, elle a estimé que sa vie n'en valait pas la peine. Elle a fait une connerie, quoi. Donc vous pensez qu'elle n'est plus en vie? Non. Je demande si elle est en vie, ça me répond oui. Je demande si elle est morte, ça me dit non. Seulement 3 réponses identiques. Déjà un premier désaccord. Nous voulons savoir ce qu'elle est devenue. Je ne parlerai pas de secte, mais quelque chose dans ces goûts-là. D'accord? Moi, je pense qu'ils l'ont fait disparaître et qu'il y a sûrement une histoire de prostitution de luxe ou quelque chose en dessous. Elle est belle, cette fille-là, elle a des dents superbes, elle est jeune et elle fait pas son âge. Donc, pour les rois du pétrole, là-bas, c'est extraordinaire, hein, pour les harems. Une secte, la prostitution, que des lieux communs, et personne ne dit la même chose. Reste à savoir où elle se trouve. Marie, où es-tu actuellement? Pendule qui tourne à une vitesse comme ça, c'est assez rare. Allemagne, Belgique, oui. Elle est dans la région de Cannes, parce que ce serait dans la région de Cannes qu'il faudrait chercher. D'accord. Juste un peu avant Anvers, ou juste après Anvers avant d'arriver à Hollande, moi, c'est dans ces parages-là que je vois. Moi, je pense que ça peut être aussi un pays comme l'Arabie Saoudite ou le Maghreb, puisque juste en face, il y a quand même la Méditerranée. Hein. Moi, je la vois disparaître. Hein. Pas très étonnant pour une disparue. Et toujours pas un seul avis concordant. Pire, aucun n'a senti ou deviné que la jeune femme des photos n'avait en fait jamais disparu. Pas le moindre soupçon sur notre supercherie, et nous avons payé entre 30 et 110 € par consultation. 55 €, s'il vous plaît, monsieur. On vous doit combien? 70 €, s'il vous plaît. Mais nous n'avons pas fini. Un immeuble du nord de Paris. Nous nous rendons chez un marabout. Dans sa publicité, il annonce qu'il ne se fait payer qu'en cas de réussite. Bonjour. Pourtant, moins de 5 minutes après notre arrivée, il nous demande de l'argent. On paie la consultation, je vais consulter. Pardon? On paie la consultation. Je sais pas combien c'est votre consultation. Ah, c'est ça. 100 €. C'est 100 €? Ouais, ouais. Moi, je suis pas n'importe Pour se justifier, il essaie de nous convaincre de son sérieux. Je suis avec le Premier ministre. Avec Jean-Pierre Raffarin? Oui, oui. Il est là pour me remercier. Sur les photos, Jean-Pierre Raffarin et Nicolas Sarkozy, des photos prises dans un lieu public qui ne démontrent rien. Ça, c'est l'ex-premier ministre de l'Intérieur. Ouais. Sarkozy, c'est moi ça. Ça, c'est Sarkozy. Je suis très connu, il n'y a pas de problème dans ça. Si tu veux rencontrer un jour, tu viendras, tu vas serrer la main ici. Le marabout essaie pourtant de nous faire croire qu'il vienne le consulter la nuit, ici, dans cet appartement. Nous payons pour voir jusqu'où l'homme va oser aller. Il est avec son copain. Ils sont étrangers. Ils sont à l'étranger? Ouais, ouais. Ils sont en Angleterre. En Angleterre? Ouais, ouais. Bon, on est quel jour? On est mardi. Vendredi, tu iras de nouvelles de ta sœur. Cette semaine. Vous en êtes sûr? Ah ouais. Il y a des produits que vous devez acheter. Dès que vous achetez ce produit, elle va vous téléphoner, il va vous dire qu'il va vous donner signe de vie. Ça coûte cher ou pas? 3 500 €.
3500 €, les produits? Ouais. Ah oui, c'est une somme quand même. Le marabout a frappé très fort. 3 500 €, environ 23 000 francs. Il veut que nous lui achetions des produits, une vague poudre à répandre dans l'appartement de la disparue qui devrait provoquer son retour en moins de 3 jours. C'est énorme, nous déclinons la proposition. Le point commun entre ces charlatans, ils prétendent tous qu'ils aident la police, qu'ils ont même permis à celle-ci ou à des gendarmes de retrouver des disparus. Mais gendarmerie et police sont formels, jamais une de ces personnes n'a fait avancer une enquête. Ce sont vraiment des fléaux, et moi, je ne ferai jamais une vérification à partir de renseignements donnés par des radiesthésistes ou des voyants ou autres farfelus du même genre. Il y a les deux, hein. Il y en a qui sont persuadés d'avoir un pouvoir, et d'autres qui sont de francs escrocs, et franchement, ils sont aussi détestables l'un que l'autre. Nos investigations nous ramènent sur la Côte d'Azur. Des exploiteurs de détresse, Pauline DiMaggio en a rencontré des dizaines depuis janvier 1993, après la disparition, quelque part entre Antibes et Menton, de sa fille Valérie, âgée de 24 ans à l'époque. Dans cette affaire, la disparue est également majeure. Il faudra attendre 8 mois pour que l'enquête commence. Madame DiMaggio se retrouvait avec pour seul recours les marchands d'espoir qui l'ont accompagnée comme des vautours tout au long de ses recherches. J'ai tout essayé, les voyantes, les radiesthésistes. Mais je crois que le silence est total. Il aura fallu beaucoup d'années passées à naviguer entre espoir et désillusion pour que Madame DiMaggio décide d'oublier les charlatans. Comme toutes les familles de disparus, elle était une proie trop facile. Vous êtes tellement fragilisé, vous êtes tellement pas bien, vous êtes tellement que vous y allez. Vous dites, bon, bah, peut-être qu'elle sera mieux que les autres. Et finalement, vous en faites une dizaine, une vingtaine, et puis vous apercevez que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Vous apercevez qu'il n'y a rien de concret, que vous passez à la caisse, c'est des tiroirs caisses, et puis c'est tout. C'est tout. Tout ça m'a coûté très très cher. Ça coûte très cher. Vous avez totalisé un petit peu tout ça? On peut penser à 200, 300 000 francs. Au moins. Je l'ai fait souvent en cachette de mon mari, parce que lui, il est anti-voyant, anti-radiesthésiste. Et bien souvent, je l'ai fait en cachette. Parce qu'on finit par se dire ça devient grave de consulter ces gens-là. Le jour où elle a compris, c'est lorsqu'un radiesthésiste qui lui réclamait 8 000 francs et prétendait avoir localisé le corps de Valérie, l'a envoyé vers un endroit très précis où devait se trouver ce corps. Il m'avait dessiné une carte avec des points rouges où se trouvait le corps de ma fille enterré sous un amas de pierres. Voilà, c'était là. On s'est arrêté là. Et il n'y a rien qui prouvait qu'il y avait des mouvements de terre, de pierre et tout. On a cru. De toute façon, j'ai tout de suite vu que c'était un traquenard. Pour cette fausse révélation, le charlatan avait donc demandé 8 000 francs après plusieurs rendez-vous durant lesquels il l'avait préparé psychologiquement. On est sensibilisé, on est pris par le doute, par l'émotion, par la souffrance. Et s'il y a quelque chose à faire, ben, il faut le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des scrupules. Si vous ne faites rien, vous allez dire « mais attendez, je ne suis pas une bonne mère ». Mais on fait tout, on va jusqu'au bout. Mais s'il fallait recommencer, je le referais, hein, sans hésiter un instant. Quitte à replonger sans cesse dans les mêmes pièges, de façon inéluctable. Un phénomène que connaît bien Carole Damiani, psychologue à l'Institut national des victimes. Ces familles disent, si j'arrête de chercher, si j'arrête de faire quelque chose, c'est moi qui tue mon fils ou ma fille. Parce que dans ce cas-là, je le condamne, puisque j'estime qu'il n'y a plus à le chercher, parce que c'est terminé. Et ça, ils ne veulent pas en prendre la responsabilité, donc ils sont prêts à tout. Même si leur logique leur dit c'est quelque chose qui est complètement irrationnel. L'esprit humain n'est pas toujours très logique. Il y a la raison d'une part, et puis il y a cette culpabilité qui les ronge. Et il vaut mieux passer pour un idiot à la limite que d'être dévoré par cette culpabilité. Pourtant, notre enquête nous fait découvrir qu'il existe une équipe spécialisée dans la recherche de disparus majeurs. C'est la BEAP, la Brigade d'enquête sur les atteintes aux personnes. La BEAP, c'est la vitrine de la police en matière de disparition.
Mais elle ne recherche que les disparus de Paris et de la proche banlieue. 3000 dossiers traités chaque année, seulement un petit tiers des 10 000 majeurs disparus en France. Comme dans une enquête criminelle, il faut faire vite pour résoudre une disparition. Les 2 premières journées sont capitales. Une disparition, dans un premier temps, c'est vrai qu'on plus on fait des recherches efficaces rapidement après la disparition, et plus on a des chances de retrouver la personne. Donc on va faire toutes les gammes de recherche, interrogation bancaire, portable, sécurité sociale. C'est vraiment les grands axes dès le départ qui nous permettent de retrouver les personnes rapidement. Donc ça, c'est le plus récent. Première affaire de la journée. Donc là, il s'agit d'un autiste qui a disparu hier midi, mais dont la déclaration a été faite hier soir. Signalée dans un commissariat par la maman, la disparition est transmise à la BEAP. La recherche commence immédiatement. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle, je m'occupe de disparition inquiétante de personnes majeures. J'ai un problème avec un jeune homme autiste qui a disparu de... La première étape, c'est l'appel aux services d'urgence, aux hôpitaux psychiatriques et à l'Institut médico-légal. C'est une démarche systématique qui permet de retrouver une grande quantité de disparus. Je m'occupe de disparition inquiétante de personnes majeures. J'ai un problème avec un jeune homme autiste qui a disparu de Vitry hier après-midi. Alors je voulais savoir s'il n'était pas chez vous. Non. Merci. Les premiers coups de fil ne donnent rien. Le problème, c'est que s'il n'est pas dans le 94, s'il est avec un bus, il peut être à perpète. C'est ça le problème. Exceptionnellement, les enquêteurs vont demander à la presse de passer un avis de recherche. Il y a vraiment urgence, le disparu est en danger, seul dans la rue. Le lendemain matin, la presse publie l'article. Quelques heures plus tard, coup de téléphone d'un hôpital de grande banlieue. On vient de leur amener un jeune homme qui correspond au signalement. Excusez-moi. Bonne nouvelle, il a été retrouvé. Ah. Où ça, ce coup-ci ? Il est à Poissy. A priori, c'est les collègues qui l'auraient peut-être récupéré dans la nuit, mais j'ai pas plus de précision. D'accord. Ok. Merci Marielle. La famille est prévenue. Sa mère et sa sœur peuvent donc aller le récupérer. Sa disparition aura duré moins de 48 heures. Alors, Jamel, hein ? Et pourquoi tu t'es prévenue ? Pour commencer, Jamel, tu restes avec maman ou avec moi ? À Paris, 95% des cas sont ainsi réglés en quelques heures ou quelques jours. Pour les autres, la disparition peut durer longtemps, parfois 1 ou plusieurs années. Dans ces tiroirs, les fiches de tous ces disparus longue durée, dont beaucoup sont probablement morts. Mais l'enquête n'est jamais vraiment refermée. Dans les disparitions longues, les policiers ont une autre technique. Interroger régulièrement les banques et les opérateurs de téléphones portables. Des informations qu'aucun enquêteur privé ne peut obtenir. J'ai un problème avec un monsieur qui a disparu depuis quelques mois. J'ai un numéro de compte, enfin j'ai tout sur le répond. J'aurais voulu savoir si il fonctionnait encore ce compte. Ah ben voilà, déjà, voilà. Est-ce que vous pouvez seulement me donner la date et le lieu du dernier retrait ? Bon ben déjà, bon. Un téléphone ou un compte en banque qui fonctionne, c'est la certitude que le disparu est vivant et une bonne chance de le localiser. On est sans nouvelles de l'homme depuis plusieurs mois. La banque qui reçoit son RMI vient de donner une adresse aux policiers. Ils peuvent aller vérifier. C'est une famille qui n'a plus de nouvelles de leur fils depuis des mois. C'est quelqu'un qui était déjà un petit peu sans domicile fixe déjà depuis des années, a priori. Il vit du RMI. Ouais, il a une cicatrice sur le visage, côté gauche, sur nez et joue. Puis il fait 1m90, donc déjà... Ça permet de reconnaître. Voilà, déjà, si on en trouve un grand avec un truc, là déjà on dit, c'est lui, hein, déjà. On va voir. L'adresse que leur a donnée la banque est au bord de ce canal. On ira aller voir tout à l'heure, c'est peut-être eux. Le grand, t'as vu le grand ? Mais il est balèze, il est pas si balèze que ça, si. Sur l'autre rive, un groupe d'hommes désœuvrés attire leur attention. Il y en a un qui n'a pas l'air d'être très content de notre visite. Qui est où ? Pour quelle raison ? Mais il est justement derrière la petite maison, là-bas. Dans ce genre de situation, les enquêteurs de la BEAP évitent d'annoncer qu'ils sont de la police. Bonjour, ne vous inquiétez pas. Je suis de la préfecture. Oh. C'est vos parents qui s'inquiètent. Et alors, je suis du monde, je fais ce que je veux. Voilà. Je suis 7 ans, je fais ce que voilà. je veux. Bonjour. La cicatrice, signalée par la famille. Ils étaient un petit peu inquiets, ils n'avaient plus de vos nouvelles, quoi. Ah oui, mais moi, je ne peux pas leur téléphoner à chaque fois. Moi, Oui, ça... Ils savent très bien que je vis dans la merde, comme on dit. Si vous aviez l'occasion de leur passer un petit coup de fil, ça serait bien, là. Si vous voulez pas, on ne donne pas l'endroit où ils peuvent vous trouver. Non, vous dites... ah, mais je dis rien. D'accord. On ne dit rien. Ah, mais moi, je ne dis rien. Vous m'avez vu. Ah, moi, je vais leur dire que je vous ai vu en pleine forme.
Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. L'homme est majeur et la loi interdit aux policiers d'indiquer où il se trouve. On n'a pas à rentrer dans ce genre de considération, c'est son choix de vie. Et puis bon, donc maintenant, notre travail est en partie fait, il n'y a plus qu'à appeler les parents pour les rassurer, puis c'est tout. Même si à Paris, 95% des affaires sont résolues, il reste chaque année 150 familles sans nouvelles d'un proche. Probablement 2000 à 2500 familles pour toute la France. En province, il n'existe donc pas de service spécialisé et les policiers rechignent parfois à enregistrer les disparitions. Du coup, quelques particuliers veulent suppléer la police. Par exemple, dans la région d'Annecy, cet homme, il a de bien curieuses méthodes. C'est un détecteur. L'homme a accepté de nous montrer son instrument de travail pour retrouver des disparus. Il y a une pile en uranium là, le manche, qui chauffe au magnétisme. Il aurait retrouvé un disparu dans ce village, avec cette espèce d'antenne de radio. Alors là, donc, là, j'étais là, l'appareil il donnait à gauche, là il ne veut pas le faire certainement s'il n'y a personne, et l'appareil, après, il est parti là-bas. Voilà. Il a pris cette route-là pour y aller là-bas. Il est passé par là, sois sûr. Là-bas en face. Et les gens, ils trouvent pas ça farfelu quand Non, pas du tout, pas du tout. Au début, ils étaient étonnés, mais après, quand ils ont vu qu'on est arrivé sur le corps, ils ont dit là, il y a autre chose. Hein. Tac, tac et tac. Je dis, ben il est là. Mais il était là derrière, voilà, dans les bois là. Voilà, t'es sous le bois là. T'es roulé là. Décédé. Vous avez quel pourcentage de réussite? Jusqu'à présent, 100%. Ce radiesthésiste qui se fait passer pour un enquêteur, c'est Roland Balança, président fondateur d'une association baptisée GISR, groupe d'intervention spécialisé dans la recherche. Apparemment, le GISR cherche des disparus depuis une quinzaine d'années, mais dans les documents que nous montre Roland Balança, rien ne prouve le fabuleux 100% de réussite dont il se targue. La plupart des attestations qu'il nous présente montrent qu'il a peut-être cherché des gens, mais pas qu'il les a trouvés. Nous décidons de le tester comme nous l'avions fait avec les voyants. Nous lui soumettons les photos de notre fausse disparue, la journaliste de notre agence qui est toujours en pleine forme. En ce moment, cette personne est-elle à l'étranger? Oui, à l'étranger. Et pourtant, nous avons vérifié juste avant, elle n'a pas quitté Paris. En ce moment, cette personne était libre de ses mouvements. Elle est à l'étranger, mais pas libre de ses mouvements. En ce moment, cette personne était dans un réseau de prostitution à l'étranger. Exactement. Mais nous ne l'arrêtons plus. Il nous affirme qu'il peut retrouver la petite Estelle, que toutes les polices de France recherchent depuis janvier 2003. Nous comprenons que toutes les affaires médiatisées deviennent un peu ses affaires, sans que personne ne lui ait rien demandé. Alors, cette personne est-elle vivante? Non. Cette personne a-t-elle été enlevée? Oui. Prochainement, va-t-on arrêter le ravisseur de cette personne? Voilà. Vous voyez? L'avenir. Il va être arrêté. Prochainement, vous dites 8-15 jours. Ça peut être un mois, mais il va être arrêté. Il ne s'est rien passé dans le mois qui a suivi. Et 5 mois plus tard, à l'heure où nous finissons cette enquête, il n'y a toujours rien de neuf dans l'affaire Estelle. Le papa d'Estelle, Éric Mouzin, a reçu des dizaines d'hypothèses de ce genre depuis la disparition de sa fille. C'est des gens qui veulent aider à leur manière, avec leur univers, avec, pour certains, peut-être même certains troubles et certaines difficultés à rester dans le réel. Pour celui qui les reçoit, c'est pas toujours facile, parce qu'on peut éventuellement vous donner des détails de comment ça a pu se passer, et ce qui se passe encore et ce qui ne se passe pas. Des interventions terribles, elles empêchent les plaies de se refermer. Ça entretient l'attente, ça entretient l'espoir, mais plus dur sera la chute par la suite. Donc c'est vraiment une très très grande maladresse et ça empêche effectivement un travail d'apaisement progressif. Alors que ce qu'on recherche effectivement avec ces familles, c'est d'apaiser progressivement les choses. Et là, tout d'un coup, la pression remonte. On me dit, mais ça y est, c'est revenu. Et nous, on a l'impression que notre travail est détruit derrière. Depuis 5 ans, un homme a beaucoup fait parler de lui sur les plateaux télé et dans la presse. Il préside l'association SOS Recherche de personnes disparues.
Il la présente comme l'ultime recours pour les familles qui n'ont pas retrouvé l'un des leurs. Et on s'est aperçu que malheureusement, on ne donnait pas assez de temps aux forces de l'ordre pour accomplir à bien leur mission. Donc c'est ce qui pose un peu le problème. SOS Recherche, ce seraient des enquêteurs spécialisés, dont l'action en plus serait presque gratuite. Comme pour les voyants, nous décidons de tester SOS Recherche en lui soumettant notre fausse disparition. Philippe Bastien accepte que l'entrevue dans un restaurant en Alsace soit filmée par une équipe de télévision. Mais il ne sait pas que nous sommes tous des journalistes. Donc voilà ma sœur qui s'appelle Marie. D'accord. Marie Joulin. C'était peu de temps avant, donc est-ce que vous pouvez nous aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? D'accord. Bon, donc dans un premier temps, moi, il faudra que je vous fasse parvenir un dossier pour qu'on ait tous les éléments qui sont en votre possession. Parce que j'imagine que quand même tout ça a un coût, je suppose. Tout à fait. Vous faites pas du bénévolat? On fait du bénévolat en ce qui concerne le travail, et le travail est entièrement gratuit. Maintenant, on est obligé de demander aux familles de participer pour nous permettre de se déplacer, parce qu'on peut pas, on n'a pas... en ce qui me concerne, moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas de salaire depuis que j'ai créé l'association et que je vis au jour le jour, donc c'est pas toujours évident. Devant la caméra, son discours est séduisant. Comme il le fait depuis 5 ans dans les médias, Philippe Bastien minimise l'implication financière des familles. Le travail est gratuit, dit-il. Un autre rendez-vous est organisé pour la remise du dossier, cette fois sans équipe de télévision. Vous voulez qu'on se voit On peut aller là-bas éventuellement. dans un café? Ouais. Mais aujourd'hui, loin des médias, ce n'est plus tout à fait gratuit. SOS Recherche ne commencera à travailler qu'après le versement d'un droit d'accès au service de l'association. Ça, c'est le droit d'accès à l'association. Et la justification est un peu vague. Ce sont pourtant 460 €, environ 3 000 francs, une somme très élevée pour adhérer à une association loi 1901 à but non lucratif. Nous avons retrouvé un ancien membre de l'association de Philippe Bastien. Thierry Coulon est employé à la mairie de Paris. Pendant 3 ans, sur son temps libre, il a mené des enquêtes pour SOS Recherche. Nous n'avons jamais été rémunérés. On le faisait de façon bénévole. Thierry Coulon a découvert ce droit d'accès de 460 € après 3 ans au sein de l'association, car les choses étaient bien cloisonnées. Moi, ces documents-là, je ne les ai jamais... j'avais donc les parties concernant les familles, les renseignements, mais cette fiche-là, je ne l'avais pas. Moi, je pensais, comme toute association, qu'il y avait une somme monique, mais de là à ce que ça soit 3 000 francs, maintenant 460 €, là, j'ai été un petit peu surpris. Au début de l'année 2003, Thierry Coulon a quitté SOS Recherche, effrayé par le montant des sommes en circulation. 460 €, c'est peut-être pas grand-chose pour une personne. Mais quand vous avez plus de 500 dossiers, ça vous fait quand même 1 500 000 francs. Et là, je pense qu'avec 1 500 000 francs, si on ne peut pas appeler ça de l'enrichissement personnel, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Où est parti l'argent? C'est à M. Bastien qu'il faut poser la question. C'est ce que nous avons fait, et Philippe Bastien n'est pas très précis sur les chiffres. Il n'y avait pas énormément d'argent qui circulait, c'est pas possible, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, il faut pas rentrer dans un délire. L'argent, à chaque fois qu'il est rentré, servait à une enquête et il partait sur l'enquête, c'est tout, ça s'arrête là. Nous n'en saurons pas plus. Philippe Bastien est incapable de dire combien de personnes ont payé, combien d'argent est entré dans les caisses de SOS Recherche. Le dossier d'inscription pour notre cher disparu porte le numéro 609. Si chaque famille a payé, cela représente 280 000 €, en francs, 1,8 million. Edith Kamrer a payé les 460 € d'inscription. Elle habite en Alsace. En 2003, elle a fait appel à SOS Recherche pour retrouver la trace d'une cousine. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, les mois se sont écoulés sans la moindre nouvelle. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. Quand on recherche quelqu'un, c'est tout de suite. On s'y met pas plusieurs jours après. C'est ça que j'arrivais pas à comprendre. C'est toujours moi qui ai appelé. Alors c'est là que j'ai commencé à trouver que ce n'était pas sérieux. Parce que quelqu'un qui fait un travail devrait vous rendre compte de ce qu'il fait. Mais il me disait toujours « Ah, je reviens du Portugal, je reviens de droite, je reviens de gauche ». Et puis, bon, il avouait quand même qu'il n'avait rien fait. Ça, il avouait. Hein. Il n'a pas dit que... Mais il allait mettre quelqu'un, 2 personnes même, pour que ça aille plus vite. Mais ça, c'est à force que je me fâche. Edith Kamrer n'est pas un cas isolé. Valérie Cormier a relancé les recherches sur son cousin Stéphane, disparu dans la banlieue parisienne il y a 10 ans. Elle aurait pu comprendre que cette association ne trouve rien.
Mais ce qu'elle n'admet pas, c'est le silence. Ces questions n'ont jamais obtenu de réponse. Ah oui, on recherche encore. On n'a rien, non, mais on tiendra au courant. Ils me tiennent au courant. J'attends encore qu'ils m'appellent. Depuis combien de temps? Là, depuis 2002, on est en 2004, donc 2 ans. Qu'ils me montrent ce qu'ils ont fait. Qu'ils me montrent un rapport, avec des témoignages concordants, avec oui, on a recherché Stéphane à tel endroit, on a écrit à telle personne et puis on nous a répondu telle chose. Moi, les écrits, ça parle, hein. Le téléphone, c'est autre chose, hein. Mais on ne peut pas donner de nouvelles si on n'a pas de nouvelles, nous. Il est clair que on va pas prendre le téléphone pour appeler les gens, leur dire écoutez, on n'a toujours rien. Ça serait complètement ridicule. Sauf que les familles ont l'impression que rien n'est fait. À force d'insister, Edith Kammerer a obtenu que SOS Recherche s'occupe de son affaire, mais là, nouvelle surprise. L'enquêtrice m'a dit que je devais payer des frais de train, puisqu'elle venait de Dordogne, via Paris, 2 fois, avec frais d'hôtel et de téléphone. Alors à ce moment-là, j'ai dit, mais je suis désolée, moi je n'ai pas payé pour ça. Tout doucement, on vous amène à payer de plus en plus, mais ça on ne vous le dit pas au départ, hein, ça c'est clair. Car les familles doivent débourser encore pour rembourser les frais de l'enquête. Mais alors, puisque les frais de déplacement sont facturés par ailleurs, à quoi servent les 460 € versés à l'inscription ? Cela ressemble au prix d'un travail qui, souvenez-vous, est censé être entièrement gratuit. La somme qu'il demandait au départ pour les familles, il y avait largement de quoi, vu le nombre de dossiers traités, de pouvoir prendre en charge les déplacements. Donc pourquoi il demandait en plus les déplacements aux familles? Je me suis toujours posé la question et je n'ai toujours pas de réponse. Des questions sans réponse, avec SOS Recherche, il y en a beaucoup. Nous nous rendons en Alsace, à Dannemarie, là où l'association avait installé son siège social. À l'adresse plus rien, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Sur le papier à en-tête récent, plus la moindre mention administrative, et en guise d'adresse, une boîte postale en région parisienne. Pas de téléphone fixe, mais un numéro de portable, celui de Philippe Bastien, qui donne systématiquement ses rendez-vous dans des cafés, une opacité qui est, semble-t-il, une vieille habitude. Je n'ai jamais vu en 3 ans de temps, ni une assemblée générale, ni une réunion qui permettait de faire des mises au point vis-à-vis de l'association. Thierry Coulon n'est pas seul à souligner ce manque de transparence. Nous retrouvons un autre ancien enquêteur. Il ne veut pas témoigner devant une caméra, mais au téléphone, il parle. On n'a jamais eu de bilan non plus exact de ce qui s'était fait, pas fait, des résultats, voilà, ni financiers non plus. Alors, financiers, n'en parlons pas. Quand on a dit qu'il avait pris de l'argent de l'association, je crois qu'il a confondu son porte-monnaie, le porte-monnaie de l'association. Et j'ai eu le sentiment, voilà, mon sentiment profond, c'était l'affaire à Philippe Bastien, et puis le point final, quoi. Nous avons exposé toutes ces accusations à Philippe Bastien. Mais nous n'obtiendrons aucune réponse précise, comme d'habitude. Je ne rentrerai même pas dans ce genre de choses. Je ne répondrai même pas à ces gens-là, je sais de qui il s'agit et j'ai pas envie d'en parler. Donc vous les laissez vous accuser un peu de ça? Ils peuvent m'accuser, c'est pas grave. Pas grave, sauf peut-être pour les familles qui ont le sentiment d'avoir été abusées. Edith Kammerer a porté plainte auprès de la gendarmerie de son domicile pour escroquerie. L'enquête déclenchée par cette plainte est toujours en cours. En 18 mois, seules quelques auditions ont eu lieu. Quant à nous, avec notre fausse disparition, nous payons les 460 € pour voir ce que l'homme va entreprendre. Mais là encore, comme pour les autres familles, ce ne sera pas suffisant. Sans indice sérieux, il va nous proposer de partir enquêter au Maroc. Bien sûr, nous devons payer son voyage, environ 3 000 € supplémentaires. Nous n'irons pas plus loin. Le problème d'une association qui prétend enquêter, c'est qu'elle se situe hors du cadre légal auquel sont soumis les professionnels de la recherche. Pour comprendre la réglementation des enquêtes privées, désormais sérieusement encadrée par la loi, nous avons rencontré un vrai détective, Roger-Marc Moreau. Une association peut faire mener des enquêtes, mais pour diriger l'enquête, il faut une personne qui réponde aux critères de la loi.
C'est-à-dire que l'association peut avoir en son sein, pour faire appel à des avocats, par exemple pour plaider, ce n'est pas l'association qui va les plaider. Et bien lorsqu'ils veulent faire une enquête, il faut qu'ils fassent appel à un professionnel. Car maintenant, la profession a l'exclusivité de l'investigation privée. Pour exercer cette profession, il faut avoir fait l'objet d'un agrément préfectoral et des conditions sont requises, notamment l'obligation d'avoir suivi une formation professionnelle spécifique. Il faut répondre à des critères draconiens au niveau de la moralité, de l'honorabilité et de la probité. Toute personne qui mènerait des investigations qui ne serait pas enquêteur privé est hors la loi. Oui, dès lors qu'il se fait rémunérer, tout au moins. Des gens qui n'hésitent pas à réclamer beaucoup plus d'argent, nous en avons découvert. Des familles nous ont mis sur la piste d'une association, elle aussi à but non lucratif, qui prétend avoir trouvé la solution de plusieurs disparitions. Son président, accompagné par sa femme, nous a donné rendez-vous dans un bistrot d'une ville de province. Nous filmons en caméra cachée. Nous avons l'intention de lui soumettre notre fausse disparition. Leur site internet n'hésite pas à s'approprier les attributs officiels de la justice. Les membres seraient des officiers de police judiciaire à la retraite. Mais il n'est pas tendre avec ses anciens collègues. Ce qui est sûr, ce jour-là, c'est que de la police, vous ne devez rien en attendre. Vous êtes un ancien policier? Oui. C'est pour ça que je vous parle en toute honnêteté. Si demain la police commence à s'intéresser à tous ces cas et à faire tout ce qu'il faut faire, ben, il faudrait... On n'a pas le temps? Non, très honnêtement. Moi, je suis inspecteur de police à la retraite, bien sûr. On a quand même l'habitude des grosses affaires, on sait comment il faut faire. En plus, bon, on a une petite chose qui nous permet de rentrer dans les commissariats. Quand je présente ça à un commissaire, ça c'était ma carte d'inspecteur et ça c'est ma carte de retraité. Ce qui veut dire que les portes ne se ferment pas. Moi quand je m'adresse à un flic, je lui dis comment va-t-il le poil, il me dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi. C'est totalement illégal. Un policier qui part à la retraite doit rendre sa carte de la même façon qu'il rend son arme. Cette carte, il ne devrait pas l'avoir, encore moins l'utiliser. Nous lui expliquons sans trop de détails notre fausse disparition. L'homme ne résiste pas, il propose très vite de prendre notre affaire en charge. Alors, mais vous, par exemple, votre association, est-ce que vous pouvez nous aider? Bien sûr. Non, mais là, il n'y a pas de problème. Après nous, on peut faire l'enquête. On peut essayer de rechercher votre sœur. Nous avons lu attentivement les renseignements fournis par le site internet de l'association. Il y est écrit que l'enquête est gratuite et que seul sera demandé le remboursement des frais de déplacement. Ce qui nous vaut cette superbe formule. Attention, gratuitement ne veut pas dire que ça ne vous coûte rien. Parce que tous les jours, vous êtes obligé de nous payer nos frais, tous les frais. On ne prend pas de l'horaire, rien du tout, il n'y a pas de TVA. Nous, c'est 232 € par jour et par enquêteur. Donc si vous souhaitez qu'il y en ait qu'un, il y en aura 15. Si vous souhaitez qu'il y en a deux, bon, on peut s'arranger, mais c'est uniquement pour payer l'hôtel, le restaurant, les repas, voilà, c'est tout. 232 € par jour, finalement rien de très étonnant. C'est la même technique que celle d'SOS Recherche. Le coût des frais, c'est bien pratique pour donner l'impression qu'on travaille gratuitement. Reste à savoir combien tout cela va nous coûter. Bon, je crois qu'une affaire comme la vôtre, on pourrait difficilement s'engager, sauf si j'ai envie de vous prendre un peu d'argent pour rien foutre, c'est-à-dire vous dire... Non, mais je sais que c'est pas le but. Ouais, non, et c'est pas ma conviction. Moi, je suis un père, un grand-père, mon but, j'ai pas fait la 50 police pour terminer comme un escroc, c'est pas mon truc. Mais je pense qu'il faut vous attendre, nous, à 8 000 €, quoi. Ça fait 52 000 balles, un truc comme ça. 8 000 €, c'est énorme. Tout au long de ces 6 mois d'enquête, personne n'avait osé nous demander une telle somme dès le premier rendez-vous. Nous décidons d'aller plus loin et nous donnons un accord de principe pour utiliser les services de l'association. Quelques jours plus tard, le contrat arrive à la fausse adresse que nous avons utilisée pour nos investigations. Tout de suite, plusieurs points attirent notre attention. L'association n'est pas déclarée en préfecture. C'est une pirouette légale bien pratique. Une association loi 1901 non déclarée n'a pas de compte en banque. Du coup, nous devons payer nos 8 000 € directement à l'enquêteur, à son ordre personnel, et les payer d'avance, sinon l'enquête ne commence pas. Le document a toutes les apparences d'une facture, mais pas de TVA, pas de charges sociales à payer, aucun compte à rendre, ni d'un point de vue comptable, ni d'un point de vue professionnel. Avec notre argent, le président et son épouse pourraient partir en vacances et ne rien faire, nous n'aurions aucun moyen de vérifier. Bien évidemment, nous n'avons pas versé les 8 000 €, mais d'autres ont peut-être été moins prudents
car cet homme démarche les familles de disparus. Éric Mouzin, le papa d'Estelle, a été approché par cette association. Je les ai envoyés se faire voir parce qu'il y a un certain nombre de règles minimales, c'est-à-dire que je veux une adresse, un numéro de téléphone fixe, un nom, et ni un nom de code, ni un numéro de portable qui correspond à rien. En plus de ça, je trouvais quand même que le goût du secret, c'est bien, mais bon, là, c'était vraiment n'importe quoi. Ouais. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, eux vous ont proposé des services payants ? Je pense qu'ils n'étaient pas rentrés encore dans cette phase-là, mais que ça faisait partie de leur travail de préparation, je pense. C'est ce que j'en ai ressenti, en tout cas, et c'est pour ça que je leur ai dit qu'ils n'obtiendraient rien de moi. Voilà donc à quoi sont exposées ces familles de disparus pour lesquelles police et gendarmerie font probablement trop peu. Livrées à elles-mêmes, ces familles sont la proie d'individus sans scrupules, que le malheur des autres semble attirer, ou bien de farfelus, ou encore de mythomanes qui veulent jouer aux policiers. Tant que ces gens-là sont des personnes, je dirais, animées de bonnes intentions, ils ne font pas plus de mal qu'autre chose, avec toutes les réserves. Si leur motivation est une motivation ou de nuisance, ou mercantile, ou d'abuser de la détresse des autres, ceux-là, il faut s'occuper de leur cas. Hein. Le problème, c'est que pour s'occuper de leur cas, il faudrait que des plaintes soient déposées. Or, les familles, en plus de leur malheur, n'ont pas envie d'admettre qu'elles se sont fait avoir. Éric Mouzin essaye, lui, de dépasser son malheur personnel. Il demande la création d'un organisme qui aiderait les familles à ne pas se laisser escroquer. Si cette situation existe, et si cette situation peut se développer, c'est parce que les gens ne sont pas pris en charge correctement, avec un interlocuteur qui va les aider à y voir clair. Et il faut les protéger de tous ces margoulins. Mais ça va jusque-là, l'aide aux victimes. Ouais. C'est aussi les préserver de ne pas devenir victimes une deuxième fois.